Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des Ombres du crime, le podcast qui vous entraîne dans les méandres des affaires criminelles les plus audacieuses, là où le génie côtoie l'ombre de l'illégalité. Aujourd'hui, nous remontons le temps jusqu'aux années 2000, dans une France où les braquages spectaculaires faisaient encore les gros titres. Imaginez des murs de banque pulvérisés par des bulldozers, des fourgons de fonds piégés par des feux rouges trafiqués, et une astuce si ingénieuse qu'elle a ridiculisé les systèmes de sécurité. De l'huile de tournesol pour laver des billets volés. C'est l'histoire du gang des Souris Vertes, une bande de malfaiteurs menée par Laurent Cocogne et Serge Quemin, qui a tenu la police en haleine pendant 5 ans avec plus de 14 braquages et un butin estimé entre 1,5 et 2 millions d'euros. Installez-vous confortablement, mettez vos écouteurs et plongez avec moi dans cette cavale digne d'un thriller hollywoodien. Nous sommes en 2001, dans le sud de la France, à Saint-Estève, une petite commune tranquille près de Perpignan, là où les champs d'oliviers côtoient des zones industrielles. Laurent Cocogne et Serge Quemin orchestrent leur premier grand coup. Leur cible, le centre de comptage administratif de la Banque populaire des Pyrénées. Leur arme, un bulldozer volé, transporté sur un camion plateau Mercedes, qui s'écrase dans les murs de béton à 9h30 du matin. Les 5 employés pris au dépourvu sont enfermés dans une pièce sans ménagement, mais sans violence physique. En quelques minutes, les braqueurs s'en passent de 11 millions de francs, environ 1,5 million d'euros, et s'évanouissent dans la nature. Leur voiture, une Citroën Xara Picasso, volée, est retrouvée abandonnée sur l'autoroute A9, près de Ploestre, avec un gilet pare-balles, des plaques de fer et des traces d'huile à l'intérieur. Laurent Cocogne, surnommé Lolo, est le cerveau de l'opération. La quarantaine, cheveux courts, regard perçant, il cultive une apparence discrète dans sa maison bourgeoise de Romans-sur-Isère, dans la Drôme. Il paie tout en liquide, évitant les traces bancaires. Dans son bureau, des cartes routières annotées avec soin. Les gendarmeries, les axes routiers, les points stratégiques sont marqués au feutre. Au sous-sol, un véritable arsenal. Fusil à canon scié, pistolet mitrailleur Uzi, faux passeports, suisses et belges, et même des cartes d'Interpol falsifiées. Mais d'où viennent ces documents? Étaient-ils liés à un réseau plus vaste? Mystère. Serge Quemin, son beau-frère et son bras droit. La trentaine, bricoleur hors pair, il fabrique des outils sur mesure. Pince Monseigneur renforcée, câbles électriques pour détourner des feux rouges, même des explosifs artisanaux. Avec eux, une équipe de complices. Hervé Carlier, Philippe Carlier, David Gelé, Philippe Gascon forment une bande surnommée d'abord le gang des mécanos pour leur combinaison de travail bleue, puis le gang des Souris Vertes en référence à une comptine à cause de leur astuce révolutionnaire. Leur arme secrète, l'huile de tournesol. Ce qui fait la légende du gang des Souris Vertes, c'est leur ingéniosité. Les mallettes sécurisées des convoyeurs de fonds, équipées de systèmes d'encre violette indélébile qui explosent en cas d'effraction, sont leur cible favorite.
Mais ils ont une parade. Ils en trouvent délicatement les mallettes avec une pince Monseigneur. Ils versent de l'huile de tournesol, celle qu'on trouve dans n'importe quel supermarché, pour que l'encre glisse sans tacher les billets. Une fois ouvertes, les mallettes explosent, mais les billets protégés par l'huile restent intacts. Ensuite, dans des planques discrètes, ils lavent les billets à l'eau chaude, parfois avec du savon, et les sèchent sur des cordes à linge, comme du linge de maison. Une lessive pas comme les autres, pour des millions d'euros. Lors des interrogatoires, Serge Comin avouera avec un sourire en coin avoir testé plusieurs huiles, olive, colza, avant de jeter son dévolu sur l'huile de tournesol, la plus efficace et la moins chère. Cette astuce met les fabricants de mallettes en panique. Ces systèmes vendus comme inviolables sont ridiculisés par une bande de braqueurs armés d'huile de cuisine. Les banques renforcent leur protocole, mais le gang est déjà passé à autre chose, peaufinant des techniques toujours plus audacieuses. Ils se travestissent pour leur repérage, perruques, lunettes, uniformes de techniciens, utilisent des Walkman pour déclencher des explosifs artisanaux et planifient chaque coup avec une précision militaire. Leur règle, éviter la violence quand possible, se comporter comme des gentlemen cambrioleurs. Mais dans le feu de l'action, cette règle sera parfois mise à rude épreuve. Entre 2001 et 2006, le gang frappe dans tout le sud-est et le centre de la France. Rhône-Alpes, Poitou-Charentes, Ardèche, Drôme, Isère, Pyrénées-Orientales. Leur terrain de jeu, ce sont les petites villes, où les banques locales et les fourgons sont moins surveillés. Leur signature, une préparation obsessionnelle et des méthodes spectaculaires. En avril 2002, à Chabeuil, dans la Drôme, c'est une nuit sans lune. Le gang s'introduit dans une banque populaire par le toit, découpant les tuiles avec une scie à métaux. Ils se glissent dans les combles, attendent des heures dans l'obscurité, suspendus au-dessus du personnel. À l'ouverture, quand les alarmes sont désactivées, ils descendent en rappel avec une trappe, cagoulés, armés de fusils à canon sciés. Un employé est forcé de répondre au téléphone pour détourner les clients, tandis qu'un écriteau bidon annonce un retard d'ouverture. Il communique par oreillette avec un guetteur extérieur, vide les coffres en 7 minutes chrono et s'enfuit avec 150 000 euros, dont plusieurs mallettes sécurisées. Leur Peugeot 406 volé est retrouvé calciné dans un bois avec un pistolet de type CZ abandonné à proximité. En juillet 2003, à Saint-Just d'Ardèche, c'est une matinée brumeuse. Un fourgon Renault Master banalisé s'arrête devant un crédit agricole. 3 hommes surgissent d'une Renault Clio volée, cagoulés, armés de pistolets mitrailleurs. Ils poussent un convoyeur à l'intérieur, le menacent et le forcent à sortir les mallettes une par une. Les convoyeurs, terrifiés, sont ligotés avec du ruban adhésif et abandonnés sur une départementale déserte à côté d'un champ de tournesol. Le butin, environ 100 000 euros, lavé à l'huile comme d'habitude. Les gendarmes retrouvent la Clio, incendiée,
avec des traces de peinture et un masque oublié à l'intérieur. Février 2004, Alboussière, en Ardèche. Une attaque éclair sur une route de campagne. Une camionnette bloque un fourgon bancaire. Un braqueur déguisé en ouvrier casse la vitre avec la crosse d'un pistolet, prend un convoyeur en otage et force l'ouverture des mallettes. Une mallette explose, l'encre violette jaillit, mais ils repartent avec les autres, abandonnant le convoyeur ligoté dans un sous-bois. Dans la panique, une balle est tirée. Mais le convoyeur s'en sort indemne. Le butin, 80 000 €. Puis, septembre 2004, la cour Courde, dans la Drôme, leur coup le plus audacieux. Dans la départementale 74, un faux chantier routier bloque un fourgon dans un tunnel. Ils ont installé un câble électrique de 400 mètres pour contrôler un feu rouge à distance. Un dispositif digne d'un film d'espionnage. Quand le fourgon s'arrête, ils surgissent, fracturent les mallettes, ligotent un convoyeur à un arbre et font exploser leur Citroën Berlingot avec une bombe artisanale pour effacer les traces. Le butin, 695 000 €, dont une partie est lavée dans une planque à Valence, dans un garage où des voisins entendent des bruits de machines à laver à des heures incongrues. D'autres coups suivent. Des distributeurs fracturés à la côte Saint-André, des attaques de fourgons à Saint-Georges-d'Espéranche, le péage de Roussillon, d'Avézieux, Bourgoin-Jallieu. Chaque braquage est un chef-d'œuvre de planification. Ils étudient les horaires des convoyeurs, chronomètrent les rondes des gendarmes, volent des voitures la veille pour éviter les soupçons. Mais chaque coup laisse des miettes. Un gant abandonné, un panneau de chantier oublié, une cartouche de fusil. Les gendarmes, menés par la section de recherche de Grenoble, commencent à tisser un filet. « 30 mars 2006, la Verpillière, près de Bourgoin-Jallieu, dans l'Isère. Le gang tente un nouveau braquage sur un fourgon Renault Master devant une banque populaire. Jean et Mathieu, les convoyeurs, sont pris par surprise. Mais Jean profite d'un faux pas. Un braqueur glisse sur le trottoir mouillé pour s'échapper et donne l'alerte. Le plan Milan est déclenché. Hélicoptère, barrage routier, gendarmes armés. Une course-poursuite s'engage sur les routes sinueuses de l'Isère, à travers champs et villages. Les gendarmes tirent sur les pneus de la Peugeot 807 des fuyards. Des échanges de tirs éclatent. Les balles sifflent. La voiture s'immobilise dans un chemin boueux. 3 hommes en sortent. Serge Commun, Hervé Carlier et Laurent Cocogne. Lolo sait que c'est fini. Il sort un pistolet, le retourne contre son cœur et tire. Il s'effondre, mort sur le coup. Le chef du gang n'affrontera jamais la justice. Serge Commun et Hervé Carlier sont menottés par la police. Dans leur planque à Valence, les gendarmes découvrent un atelier clandestin. Bidon d'huile de tournesol, bac en plastique pour laver les billets, mallettes fracturées, fusils, explosifs artisanaux, perruques et même un manuel de chimie annoté sur les encres indélébiles. Après 5 ans, le gang des Souris Vertes est démantelé. Mais à quel prix ?
Janvier 2010, cour d'assises du Rhône, à Lyon. Serge Commun, Hervé Carlier et leurs complices font face à la justice pour 14 braquages, pour un butin de 1,5 à 2 millions d'euros, et une série de délits: vol de voiture, fabrication d'explosifs, port d'armes illégales. L'avocat général, presque admiratif, décrit leur méthode comme digne d'un roman. Serge Commun, cheveux grisonnants, regard fuyant, reste silencieux. Les autres complices, comme Philippe Gascon, tentent de minimiser leur rôle. Les peines tombent de 8 à 16 ans de prison. Laurent Cocogne, lui, a échappé au jugement, mais sa mort plane sur l'affaire qui inspire des livres, comme celui de la journaliste Imen Gouali, des documentaires et des émissions comme Faites entrer l'accusé. Mais une question persiste. Qui étaient ces hommes ? Des bandits d'une autre époque, attachés à un code d'honneur, évitant la violence, ou des criminels calculateurs prêts à tout pour l'argent ? Laurent Cocogne, dit Lolo, avec ses cartes et son arsenal, rêvait-il d'un empire criminel, ou était-ce juste un jeu d'adrénaline ? Serge Commun, le bricoleur, était-il un suiveur ou un complice aussi brillant que son chef ? Leur histoire fascine autant qu'elle dérange. Chers auditeurs, le gang des Souris Vertes est une énigme criminelle à part. Des braqueurs qui transformaient l'huile de cuisine en armes, qui planifiaient leurs coups comme des généraux, mais qui ont fini par être rattrapés par leur propre ambition. Leur histoire, c'est celle d'une France où les braquages pouvaient encore ressembler à des numéros de haute voltige, avant que la technologie et les polices modernes ne referment le rideau. Laurent Cocogne, Serge Commun et leurs complices ont laissé une trace indélébile dans la mémoire collective. Si tu as aimé que je te raconte cette histoire, tu peux t'abonner à la chaîne, c'est gratuit. Tu peux laisser un like et un commentaire. Merci pour ta fidélité et à très bientôt.